60 km de voirie et bien d'autres infrastructures à réaliser à Zignaré dans le cadre du 11 décembre 2021. Les travaux ont été lancés ce 29 mai en présence de plusieurs membres du gouvernement. Constats et réactions à suivre en début de journal. En actualité politique de cette édition, le Parti de la Renaissance nationale a mobilisé ses militants et sympathisants ce samedi à Ouagadougou. C'est un congrès extraordinaire qui a vu le choix de Abdoul Karim Sango à la tête du PARA. Des défis l'attendent pour relancer le parti après son échec aux dernières élections législatives. Une semaine à Bama vous invite à table ce soir avec au menu du riz à la sauce arachide. Ce repas bien consistant est très prisé au petit déjeuner et c'est un bel exemple du consommant local tant prôné au Burkina Faso. Une semaine à Bama est à suivre dans une quinzaine de minutes. Dans ce 21, nous irons également à la rencontre de Priska, une élève handicapée qui se bat au quotidien pour être comme les autres élèves de son âge. Dépourvue de ses membres supérieurs, Priska n'attend que les bonnes volontés pour la soutenir pour de meilleures conditions d'apprentissage. Nous la retrouverons à l'école primaire de Mémé dans la province du Yoba. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, nous ouvrons ce journal à Zignaré, ville qui accueille cette année les festivités du 11 décembre. Les travaux de réalisation de différentes infrastructures ont été lancés ce 29 mai. Les réalisations concernent les domaines de voirie, de la santé, de l'électricité, de l'eau et du sport. Le point complet avec Salifou Belem et Caroline Ouari. Les chasseurs d'images se disputent la scène. Il n'est pas coutumier de voir ce trio à cette tâche. Zignaré voit ainsi lancer les travaux des infrastructures de la fête de l'indépendance QV 2021. Aménagement et bitumage de plus de 60 km de voirie, réalisation de salles polyvalentes de 1000 places, construction de 300 logements, réhabilitation de stades, adduction en eau potable. Bref, les infrastructures se comptent dans tous les secteurs socio-économiques. En plus de Zignaré, chef-lieu de la région, les villes de Boussé et de Zorgo et bien d'autres localités de la région ne seront pas en reste, car elles bénéficieront aussi d'infrastructures et de l'accroissement d'offres de logements avec des aménagements prévus à cet effet. Pour ce faire, le chef de l'État, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a instruit les différents départements ministériels de prévoir des réalisations dans toute la région du plateau central à la faveur de la célébration de la fête nationale dans cette région, chose que les ministres ont exécutée en faisant de gros efforts dans le cadre de leur planification et en témoigne le tableau des réalisations programmées. Le rendez-vous mobilise, rassure le maire de Zignaré. La gouverneure de la région, elle, rappelle aux membres du gouvernement, aux têtes couronnées et autres convives, la reconnaissance des populations du plateau central à accueillir l'événement. Réconciliation nationale, cohésion sociale et responsabilisation sont les maîtres mots du thème de la célébration dans le plateau central. Invite est donc faite à la valorisation des expertises locales. Je vais inviter les entreprises en charge des travaux à valoriser autant que faire se peut la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale. Il n'y a pas de jeunes ici non, pour applaudir parce que c'est en votre nom que je parle. C'est vous la main-d'œuvre locale. Donc, nous les invitons autant que faire se peut. On sait qu'il y a des contraintes en la matière, mais faites tout pour que la jeunesse de Zignaré, jeunes hommes ou femmes, puissent aussi sentir que quelque chose est passé par là. Respect des cahiers de charges dont les délais d'exécution sont les appels à l'endroit des entreprises. L'autre innovation de la fête à Zignaré se situe. En ce fait, un parrain est trouvé en la personne de Maître Bassiré Titenga, grand homme de lettres et de culture. Cap à Sud-Dédougou, où une délégation gouvernementale était face aux forces vives de la Boukoudimoun le 27 mai dernier. C'est un devoir de redevabilité pour la partie gouvernementale qui a présenté les actions qui sont mises en œuvre malgré les crises sanitaires et sécuritaires. Ils étaient 3 membres du gouvernement à se rendre à Dédougou. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Dramansou.
Face aux forces vives de la région de la boucle du Mouhoun, le ministre de l'Éducation nationale, celui de la communication et le ministre en charge de l'élevage font le bilan des actions de l'exécutif en faveur du développement socio-économique des couches sociales. C'est un exercice de redevabilité qui se tient à l'occasion de la conférence régionale du gouvernement, étape de la boucle du Mouhoun. Malgré un contexte marqué par l'insécurité, la crise sanitaire et les mouvements sociaux, des réalisations ont été faites par le gouvernement. Cependant, d'énormes défis restent à relever. Je ne suis pas trop satisfaite, voilà pourquoi j'ai demandé encore des doléances. Parce que on a nos membres qui ont des problèmes visuels, qui ont des problèmes troubles mentaux. Donc il faut former vraiment assez d'enseignants pour les langages de signes, l'écriture en braille. Voilà, parce que si on amène nos enfants et que l'enseignant n'est pas adapté à ça, il va enseigner l'enfant là comment? Je pense que toutes les questions qui peuvent être réglées au niveau régional, nous allons les prendre en charge. Je pense que nous allons faire notre part de responsabilité. Les représentants du gouvernement rassurent les participants que l'exécutif est à pied d'œuvre pour trouver des solutions à ces nombreux défis. Nous travaillons, pour ce qui est spécifique de mon secteur, travaillons en étroite collaboration avec les gouverneurs qui prennent un certain nombre de décisions au nom du gouvernement. Et ce qui est important, c'est surtout d'inciter les collectivités territoriales à l'effet de mobiliser davantage des ressources, à côté des ressources qui sont transférées, pour que dans une synergie d'action, gouvernement, donc collectivités territoriales et secteur privé, nous puissions ensemble travailler au développement de nos différentes régions. La conférence régionale de Dédougou constitue le deuxième exercice de redevabilité pour le gouvernement après celle tenue à Bobo-Dioulasso. C'est une initiative du service d'information du gouvernement. Ici, dans la capitale, ce sont également 3 ministres qui sont allés hier à la rencontre des populations résidant à la cité de Basenko. Basenko, un quartier réputé pour n'avoir pas de bonne voie d'accès, et c'est la principale préoccupation qui a été soulevée par les habitants. Ce cadre d'échange se présente donc comme une lueur d'espoir pour la fin du calvaire des habitants de la cité de Basenko. Gérard Sommet et bienvenue dans ça. Dans ces documents remis ici au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, ainsi qu'à ceux des infrastructures et du désenclavement, de l'énergie des mines et des carrières, les difficultés de la population du pôle urbain de Basenko. Problèmes d'électricité, de sécurité, difficultés d'accès à la cité par cette voie principale, surtout en cas de pluie. À quand la fin du calvaire des résidents de la cité de Basenko? C'est la réponse à cette question qui justifie la présence de cette équipe gouvernementale. Nous sommes venus pour rassurer les résidents donc de Basenko, de la cité de Basenko, des mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement en urgence pour faire non seulement du bitume, c'est-à-dire faire la route principale, mais aussi en ce qui concerne l'énergie, déployer suffisamment, en tout cas à ce niveau avec les agents de la SONABEL, des infrastructures. Nous allons aussi, par rapport à la plateforme que les résidents ont bien voulu nous donner, examiner point par point pour voir les priorités du moment. Pour ces résidents réunis au sein du mouvement Basenko Yiki ou Basenko Lève-toi, la priorité du moment, c'est bien la question de la route dont l'accès pourrait se compliquer avec l'installation de la saison pluvieuse. Vous avez vu que la première pluie qui s'est annoncée à Basenko, et les images que nous avons présentées sur notre plateforme ont montré tout de suite la voie qui était inondée. Et déjà, ce n'était plus praticable. Donc nous savons que le bitume ne peut pas, et les délais qu'ils ont donnés, c'est en fin d'année. Pour l'instant, la saison s'installe. Qu'est-ce que nous on fait? À défaut du bitume, Kalifou Diallo et ses camarades proposent comme solution immédiate l'ouverture de voies secondaires sur l'ensemble du site et la construction de ponts au niveau des cassis. Au moment où le mouvement Basenko Yiki se préparait à exprimer son ras-le-bol, cette rencontre d'échange qui s'achève sur une note d'espoir se veut une aubaine pour renouer le fil du dialogue. Suite et fin du séjour du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce samedi, Ousmane Diagana a passé quelques moments avec les élèves du lycée scientifique national de Ouagadougou. La réalisation de ce lycée a été financée par la Banque mondiale. Le ministre en charge de l'éducation nationale était également de cette visite que nous relate Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yadjibou. Une expérience chimique nous venait au labo avec dextérité.
Une façon pour les élèves du lycée scientifique national de Ouagadougou de signifier à leur hôte d'une matinée, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, que son institution a activé un levier clé du développement en finançant la construction de ce lycée à seulement quelques mètres du pôle urbain de Basenko. Des salles de classe, 3 laboratoires, un bloc administratif, 2 logements et 2 réfectoires. Autant d'infrastructures adaptées pour couver de la seconde jusqu'à l'éclosion de jeunes bacheliers scientifiques. Des pensionnaires qui ont prêté une oreille attentive aux conseils de leurs visiteurs. On n'a pas toujours la chance de constater des visu où partent nos ressources. C'est une occasion unique de voir un projet qui existe réellement. Je pense qu'il est important que nous les accompagnions et les avoir écoutés pour nous dire dans quel environnement ils étudient, mais également qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, ne peut être qu'une occasion pour nous de voir comment on peut renforcer ce qui existe déjà. De 14 élèves à l'ouverture de ses portes en 2017, le lycée scientifique de Ouagadougou accueille de nos jours 167 pensionnaires à majorité filles. Avec un taux de succès de 100% au baccalauréat 2020, le lycée souhaite améliorer sa connexion Internet dans l'optique de la construction d'une bibliothèque virtuelle. Une préoccupation à laquelle le ministre en charge de l'Éducation nationale promet séance tenante apporter une solution dans les semaines à venir. Nous l'avons accueilli avec joie parce que c'est eux qui ont financé les infrastructures pour que nous puissions être là. Alors recevoir celui-là par lequel nous avons reçu toutes ces infrastructures, c'est une joie pour nous. C'est un vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, visiblement rassuré de la bonne destination des fonds décaissés par son institution, qui a pris congé des occupants du lycée scientifique national pour le centre-ville de Ouagadougou, où il doit reprendre son vol pour le Niger. Mieux, son institution est sur le point de construire 7 autres lycées scientifiques dans cette région du Burkina, explique le ministre en charge de l'Éducation nationale. Deuxième titre de l'actualité ce soir, Abdoul Karim Sango dirige désormais le parti de la Renaissance nationale. Il devra œuvrer pour une vraie renaissance du parent après la traversée du désert du parti de Laurent Gbagbo. Le parent a mobilisé des militants des 45 provinces du Burkina pour un congrès extraordinaire ce samedi à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Je suis très content d'avoir créé le parti de la Renaissance nationale. Cette prophétie de Laurent Gbagbo en dit long. Après un constat dans la salle archi-comble avec des congressistes venus des 4 coins du pays, mais pas seulement. La qualité des invités, amis, sympathisants de son parti, ainsi que des partis partenaires du parent venus du Mali et de la Côte d'Ivoire, c'est un nouveau vent qui souffle sur le parti de la Renaissance nationale dans cette cuvette du Conseil burkinabé des chargeurs. Après sa débâcle aux élections de novembre 2020, le parti des idées est à la recherche de ses marques. Il renaît alors de nouveau avec un bureau de 30 membres dirigé désormais par Abdoul Karim Sango. Le gros avantage et l'atout principal du parti, ce sont les idées. Depuis 1999, nous interpellons les Burkinabés, les Africains, sur l'impérieuse nécessité d'envisager le développement à partir de nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un effet de repli. Mais jamais dans l'histoire des peuples du monde, un peuple s'est développé dans la pensée philosophique des autres. Le parent ayant ses idées, il s'agit maintenant de mettre une bonne organisation sur l'ensemble du territoire, de réorganiser nos jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui constituent l'avenir de ce pays, pour qu'ils le prennent en charge, ce travail. Après son show, comme d'habitude, d'une dizaine de minutes, au cours duquel il a fustigé les politiques au monde, le père fondateur du parent donne sa caution morale au bureau nouvellement élu. Moi, je ne veux plus intervenir dans le parti. Je ne veux plus intervenir dans le parti. Je veux seulement, lorsque vous voulez adhérer, fusionner avec un autre parti, qu'on vienne demander mon opinion. Je donne à votre nom aussi, à vous tous, je donne ma confiance au bureau actuel. Je lui souhaite bonne chance, bon courage, mais en demandant la rigueur. Abdoul Karim Sango promet ne pas trahir son maître à penser et compte s'inspirer des dévanciers de la nation burkina pour écrire de belles pages de l'histoire de son parti et du pays tout entier.
Un programme d'appui intégré au système judiciaire pénal dans les pays de la bande sahélienne. C'est un programme qui vise à renforcer la chaîne pénale pour favoriser l'accès à la justice dans 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le lancement de ce programme est intervenu au cours d'une rencontre internationale tenue cette semaine dans la capitale burkinabé. Le compte rendu de Boukari Ouedraogo. 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bénéficient désormais d'un programme d'appui au système de justice pénale initié par l'Organisation internationale de droit du développement IDLO. Avec ce nouveau programme, nous allons avoir une focalisation au niveau des tribunaux de grande instance et particulièrement dans la zone du Liptako-Gourma. Comme nous le savons, cette zone est véritablement marquée par une insécurité profonde, mais aussi, on peut le dire, par une certaine méfiance entre les populations qui sont les justiciables et les acteurs de la justice. Une démarche qui permettra de promouvoir la paix et la sécurité dans le Sahel. Au Burkina Faso, la bonne nouvelle, ce programme s'inscrit dans les priorités du gouvernement et d'ailleurs cadre avec la réforme de la justice entreprise depuis 2015. Ce programme, si on venait à le mettre en œuvre, permettra vraiment un renforcement des capacités au niveau de la justice. Vous avez vu que les domaines d'intervention sont assez diversifiés. Il y a, en dehors du renforcement des capacités même des acteurs de la justice, nous avons aussi un appui financier au niveau du fonds d'assistance judiciaire. Ça va permettre également de travailler à ce que désormais les délais de traitement des procédures au niveau de la justice soient raccourcis. Pour le chargé d'affaires du Royaume des Pays-Bas au Burkina, ce programme permettra d'avoir une justice transparente, rapide et indépendante dans le Liptako-Gourma. Justement pour ce faire, les Pays-Bas injectent pour 5 ans une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA pour une justice de confiance qui assure le bien-être des populations. C'est sa première sortie médiatique depuis l'annonce des réformes envisagées dans le système éducatif burkinabé. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche décrit la démarche du gouvernement qui, selon elle, pourrait aggraver la privatisation de l'éducation au Burkina Faso. Le FSINTER a dû soutenir les élèves dans leur lutte sans pour autant être leur manipulateur. Le point de la conférence de presse avec Césaire Carfo et Draman Guéné. Première sortie médiatique de la FSINTER depuis la crise de l'éducation. La Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche rejette en bloc la fin des sujets au choix à l'examen. Il s'agit pour elle d'une réforme purement économique. La question de conformité dans la zone UEMOA n'est qu'un faux fuyant, selon Suleiman Badiel. Si vous prenez le nombre de feuilles par candidat, là, vous multipliez rien que par 25 francs, vous vous retrouvez avec plus de 300 millions. Par an. C'est ça la réalité. Et l'objectif du gouvernement, l'objectif principal du gouvernement là, c'est ça. À l'enseignement technique là, ils ont même supprimé l'examen pratique là pour ramener ça en classe. Parce que la pratique là, ils estimaient que ça coûtait cher. L'arrimage du baccalauréat au ministère de l'Éducation nationale, lui aussi, est perçu comme un contingentement masqué. Un contingentement pour accentuer la privatisation de l'éducation selon les conférenciers. Aujourd'hui, regardez au supérieur. Il y a plus de 150 établissements supérieurs. Mais il n'y en a pas 30 qui sont publics. Donc ça va renforcer la privatisation. C'est une évidence. Pour la FSINTER, en l'absence d'études sur les limites de l'ancien système et les avantages du nouveau, elle ne saurait s'associer à une telle réforme. Elle dit par conséquent soutenir les élèves dans leur lutte, mais se démarque de toute forme de manipulation des élèves. L'actualité dans le secteur agricole burkinabé, c'est le lancement de l'IMA, l'initiative pour la mécanisation agricole. C'est une action de mobilisation citoyenne voulue par le gouvernement pour l'octroi d'équipements agricoles aux producteurs. À cet effet, un dîner gala organisé hier soir à Ouagadougou a permis de récolter plus d'1,124 milliard de francs CFA. Adama Guiti et Ernest Kambiri. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Plus d'1,124 milliard de francs CFA mobilisés au cours d'un dîner gala
de lancement riche en son et en lumière. Et l'initiative pour la mécanisation agricole au Burkina est en marche. C'est une grande soirée. On a vu que les Burkinabés ont fait parler leur cœur. L'initiative est lancée avec à la clé 1,24 milliard. Nous voulons que cela continue. L'initiative pour la promotion de la mécanisation agricole ainsi lancée se veut une action de mobilisation citoyenne pour l'octroi massif d'équipements agricoles aux producteurs. Il s'agit à travers cette volonté politique affichée de mobiliser l'ensemble des énergies, de mobiliser les ressources auprès des Burkinabés et des partenaires pour équiper les agriculteurs en matériel moderne de production. Une action soutenue fortement par le président du Faso, dont la contribution personnelle s'élève à 20 millions de francs CFA. Un signal fort partagé par l'ensemble des parrains. Ce n'est qu'un départ, un bon départ. Et pour l'agriculture, je crois que c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Donc j'ai dit aux acteurs, à tout le monde, encourageons les agriculteurs à pouvoir donc être indépendants sur le plan de la production, sur le plan de leur prise en charge. Booster la production agricole, il est attendu de Liman un engagement pour l'acquisition d'au moins 10 000 unités d'équipement pour cette campagne agricole qui s'installe. Une semaine à Bama. Hier, nous vous parlions de la production et de la transformation du riz. Aujourd'hui, nous parlons de sa consommation dans cette localité. Le riz dans les assiettes à Bama se constate même au petit déjeuner. Un petit déjeuner très prisé par les populations de cette commune, mais aussi par notre équipe de reportage pendant son séjour. Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. C'est le début d'une longue journée pour notre équipe de reportage. Et pour l'aborder, ce petit déjeuner bien solide. Du riz produit sur la plaine de Bama, accompagné d'une sauce de pâte d'arachide. Ici, le consommant local prend tout son sens et ce ne sont pas les restauratrices qui s'en plaignent. Je vends le riz chaque matin. Je trouve mon compte parce que ça me permet de subvenir à mes besoins quotidiens. Et le riz de Bama est le préféré ici. Tous les matins, je peux vendre plus de 5 000 francs. Chaque matin, je prépare une dizaine de kilogrammes de riz. Ça marche vraiment. C'est ce que beaucoup mangent avant d'aller au service. Par jour, je vends au moins 10 000 francs. La préparation du riz de Bama est différente par rapport aux autres riz. Un bol de riz nécessite 2 bols d'eau. Il faut surtout respecter le dosage pour une préparation réussie. Un petit déjeuner pas comme les autres, entamé au sens de la gastronomie classique. Ici, point de bouillie de mil ou de riz, encore moins du café ou du thé. C'est plutôt du riz local qui est servi et les clients n'en demandaient pas plus. Je mange le riz de Bama tous les matins. C'est notre petit déjeuner ici à la place du café. C'est propre et ça me maintient toute la journée. Le riz de Bama est très délicieux. Nous le trouvons meilleur. Je viens de manger le riz sauce. Dans toute la journée, je suis en forme. C'est le riz de Bama. Ici, on produit le riz. Donc, les matins aussi, on prend du riz. Même à midi, c'est le riz qu'on mange. Voilà, parce qu'on produit ça. Oui, c'est notre fierté. Nous, on le prend comme petit déjeuner parce que on a habitué ça à Bama ici. Ça nous donne une bonne rentabilité dans le corps. Tu prends un petit déjeuner avec le riz de Bama, tu peux facilement passer la demi-journée sans chercher à manger autre chose encore. L'expérience en vaut la chandelle et l'équipe de reportage peut en rendre témoignage. Après un petit déjeuner bien solide, nous embarquons pour notre périple du jour et vous faire découvrir les potentialités de la commune de Bama.
Le village de Guifolma fait partie de la commune de Bama. Il a pour particularité d'être occupé par des populations délocalisées dans le cadre de la réalisation du barrage de Samandini. 8 ans après leur installation, ces populations s'adaptent malgré la nostalgie et le ralentissement de leurs activités. Nous suivons les témoignages dans ce reportage de Gérard Somé et Amandine Lalsaga. Sungalo Daga 3, l'un des 10 sites d'accueil aménagés non loin du barrage de Samandini. Ici vivent plus de 800 ménages affectés par la construction du barrage. Salif Zonon est l'un des habitants de Sungalo Daga 3. Sous ce hangar de fortune, il forge et façonne le métal. Il fabrique aujourd'hui du matériel agricole. Mais dans une autre vie, Salif Zonon était cultivateur. À Guifolma, je m'en sortais mieux, mais ici je me suis reconverti. De cultivateur, je suis devenu forgeron, mais je n'ai pas le matériel nécessaire. Je me débrouille en attendant. Moi, je n'ai pas de domicile fixe. On nous avait promis des logements. J'ai une femme et des enfants et c'est compliqué. On espère que la situation va s'améliorer. Si Salif Zonon s'est reconverti par la force des choses, ce n'est pas le cas du vieux Tinta qui attend toujours. Selon lui, beaucoup de choses ont été faites, mais toutes les promesses n'ont pas été tenues. Ça fait 8 ans que nous sommes ici. Avec le projet de Samandini, on nous a délocalisés de Guifolma à Sungalo Daga 3. Mais la vie est dure, nous n'avons pas de terre pour cultiver. Chaque année, il faut payer 25 000 francs par hectare. Mais même avec cela, il n'y a pas de garantie. Le propriétaire peut retirer son terrain à tout moment. Le manque de terre pour l'agriculture est l'une des principales difficultés rencontrées par ces populations. Mais pas que. Sungalo Daga 3 n'a pas non plus de marché. Par jour, je peux avoir 15 000 francs comme recette. Depuis que nous sommes là, on se débrouille. Je gère cette boutique depuis notre arrivée. Beaucoup de femmes n'ont pas d'activité. Si on pouvait nous aider avec des prêts pour nous permettre de développer nos activités et pouvoir bien vivre ici. On n'a pas de travail. On ne peut même pas cultiver. On n'a même pas de marché pour exercer nos petits commerces. Nos époux n'ont pas non plus de travail. On souhaite que le gouvernement nous vienne en aide. La réalisation du barrage de Samandini a nécessité la délocalisation d'une dizaine de villages avec environ 6 000 ménages. Voilà donc pour ce témoignage des ex-habitants de Guifolma, désormais installés à Sungalo Daga. Et qu'en est-il là de l'éducation dans cette localité? Sur cette question, nous vous amenons précisément à l'école de Sungalo Daga 3. Cette école fait la fierté de la commune de Bama avec régulièrement des résultats de 100% aux examens du CPE. C'est une performance qui a valu à cette école des distinctions pendant les concours d'excellence. Gérard Somé et Amandine Lalsaga. Cours de grammaire en classe de CM2 à l'école de Sungalo Daga 3. Ici, l'objectif est de réaliser du 100% au certificat d'études primaires. Des résultats en passent de devenir une tradition dans cette école qui accueille des enfants des familles délocalisées en raison de la construction du barrage de Samandini. L'école de Sungalo Daga 3 a ouvert ses portes en novembre 2013. Malgré en tout cas cette ouverture tardive, l'école a fait en tout cas des prouesses et en obtenant en tout cas un taux de 100% à l'examen du CP. Il y a 2 ans, 2 ans de cela, nous avons également fait du 100% avec un effectif en ce moment de 72 élèves. Et la classe était tenue quand même par 2 personnes, à la personne de M. Lawali Sidiki et Mme Leila Senou. Des enseignants qui ont vu leur mérite reconnu sur le plan national et récompensé au cours de la journée de l'excellence scolaire. Le travail est le seul secret en tout cas chez nous ici, parce que nous, il y a une certaine rigueur que nous avons su imposer du fait que
c'est nous quand même qui avons quand même ouvert l'école et nous avons en tout cas su nous imposer et en tout cas nous sommes quand même donné une ligne de conduite. Travailler, prenez de la peine. Comme le dit le poète, la leçon semble bien apprise par les élèves qui affichent leur confiance aux enseignants. Des élèves qui promettent également de relever le défi d'un succès collectif au CEP. Dans notre école, les maîtres nous enseignent très bien et nous sommes sûrs que cette année 2021, nous allons faire 100% au CEP. On est prêt pour vraiment relever le défi. Parce qu'avec les collègues qui sont là les années antérieures, ils nous ont parlé de cette école. Et on est là depuis le début de l'année en octobre. On est en train d'œuvrer beaucoup avec les examens blancs, avec le soutien des collègues, eux-mêmes le directeur de l'école. Et on espère et on est prêt à aller là que, en tout cas en juin, nous allons vraiment faire le 100%. C'est la dernière ligne droite. Plus de temps à perdre, le CEP, c'est dans quelques semaines. Ici, à Sungalo-Daga 3, les acteurs en sont bien conscients et se donnent à volonté pour relever le défi. Et tout comme les élèves de Sungalo-Daga 3, celle-ci est aussi animée d'espoir, mais elle est surtout un modèle de détermination à l'école primaire publique de Mémère dans la commune de Kopé, région du Sud-Ouest. Elle s'appelle Priska, une jeune fille handicapée qui arrive à suivre les cours à l'école et à participer aux tâches ménagères à la maison. Le reportage qui va suivre est une occasion pour elle de lancer un cri de cœur aux bonnes volontés qui pourraient la soutenir dans ses études. Issa Kazabré et Romial Patricia. Priska, 11 ans, est élève en classe de CE2 à l'école primaire publique de Mémère A. Ayant perdu ses deux bras depuis sa tendre enfance, Priska mène ses activités scolaires et domestiques avec ses membres inférieurs. Elle écrit, fait la vaisselle, mange et fait plusieurs autres activités avec ses pieds. Je n'ai pas l'âge exact de quand la maladie a commencé, mais c'est à son enfance, entre 9 à 10 mois comme ça. Suite à une maladie, c'est-à-dire le paludisme, nous sommes allés au dispensaire, on nous a transférés à Dano. De Dano, ils ont fait une transfusion sanguine. Et c'est après ça, 2 jours après, les bras ont commencé à noircir. Ils ont parlé de l'amener encore ailleurs. Et par faute de moyens, on l'a ramené à la maison. Aller voir un pharmacien d'ici et celui qui suivait le traitement. 2 jours après, quand il a enlevé les bandes là, les bras se sont enlevés tout seuls, comme ça. Priska perdra pour toujours ses 2 bras. Elle grandira avec ce handicap et s'adaptera comme elle le peut. C'est d'ailleurs elle-même qui a demandé son inscription à l'école. Mon prédécesseur, effectivement, m'avait fait savoir qu'ils avaient d'abord essayé une première fois de l'inscrire, mais en même temps, les parents étaient sceptiques. Voilà. Et quand je suis arrivé, c'est en début d'année, voilà. Elle suivait ses camarades pour venir. Voilà. Et l'inscription, effectivement, a été faite, je l'ai acceptée. Et c'est la maîtresse en son temps qui avait peur, c'est la titulaire du CED actuellement. Elle était un peu embarrassée, et moi non plus, parce qu'on ne savait pas comment on allait, en tout cas, nous occuper, en tout cas, d'elle. Les débuts de Priska à l'école n'ont pas été faciles. Madame Yen est l'enseignante de Priska depuis le CP1. Au CP1, là, ce n'était pas facile en tout cas. Mais bon, souvent, quand les élèves veulent écrire sur les ardoises, moi aussi, je fais sortir son ardoise aussi, je dépose. Elle veut écrire. Si je dis d'écrire tel mot, elle n'arrive pas à écrire. Donc, je peux appuyer un peu son pied aussi pour l'aider à former quelque chose. C'est ceux-mêmes qui sont normaux, mais il y a des jours, ils ne viennent même pas. Ils viennent, ils demandent, ils disent des choses même. Bon, mais elle, en tout cas, je ne peux pas mentir sur elle. Elle vient chaque jour. Donc, je sais qu'elle a la volonté d'apprendre. Elle veut être aussi comme les autres. Mais si tu le vois avec ses camarades, non, c'est propre. Elles sont ensemble, jouer ensemble. Je suis contente d'être à l'école.
Je suis venue à l'école pour apprendre à lire, et puis à écrire, puis compter, et puis chanter, et puis lire. C'est bien. La fillette de 11 ans est touchée par la gentillesse des sœurs religieuses de sa localité qui l'aident souvent avec des vêtements. Son rêve, devenir sœur religieuse afin d'apporter de la joie autour d'elle et porter assistance et secours aux nécessiteux. En plus de l'accompagnement des sœurs religieuses, la petite Priska reçoit des soutiens de la part de certaines personnes physiques et morales. Mais cela n'est pas toujours suffisant. C'est vrai que les finances, ça aide, mais c'est l'éducation qu'on doit lui apporter là, c'est ça qui fait problème. La maîtresse, sincèrement, ici, ne connaît pas comme ça. Voilà. Je ne suis pas tutélaire, moi, le peu que je connais, je lui dis comment il faut faire. Mais la vraie difficulté, c'est ça. S'il y avait, ne serait-ce qu'une formation, voilà, sur l'éducation inclusive, approfondie, voilà, pour les enseignants de l'école. Priska veut réussir dans sa vie et elle compte sur l'État burkinabé et ses amis pour lui trouver des prothèses et une école spécialisée qui sait prendre en compte son handicap. De nouveaux médecins pour renforcer le personnel de santé au Burkina Faso. Ils sont plus de 70 spécialistes en radiodiagnostic et imagerie médicale formés à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ces médecins qui ont pris pour nom de baptême Résilience ont effectué leur sortie de promotion hier à Ouagadougou. Le compte rendu de la cérémonie avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissi. 4 ans pour certains, 5 et même 6 ans pour d'autres, il a fallu de la volonté, du temps, de la persévérance et de l'énergie à ces 6 premières promotions de radiologistes formés à l'UFR SDS de l'université professeur Joseph Kizerbo. Et aujourd'hui, c'est une étape de franchie avec la remise de leur diplôme. Au nombre de 73, ils ont pour nom de baptême Résilience. Le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes et également aussi les difficultés socio-économiques également que traverse notre très cher pays. Et c'est dans tout ce cadre-là que nous avons choisi ce nom de baptême pour dire que les médecins radiologues doivent s'adapter à ces conditions qui sont difficiles. Le fait qu'ils aient cette offre de formation sur place a permis d'améliorer les ratios parce qu'on était à 5 spécialistes pour tout le pays en 1994. Et nous sommes rendus actuellement à 101 spécialistes auxquels vont s'ajouter ceux qui viennent d'être formés. Donc c'est vraiment des motifs réels de satisfaction. Des conditions de travail difficiles certes, mais ces radiologistes doivent cultiver les bonnes valeurs dans l'exercice de leur métier. Quand on choisit d'être médecin, on choisit en réalité de s'écouter en aimant les autres. C'est ce qu'on leur a simplement demandé, d'être à l'écoute des autres pour que véritablement ils puissent servir donc les populations. Une chose aussi est de savoir qu'en imagerie médicale, la machinerie évolue très vite. Il y a la radiographie, il y a l'échographie, il y a le Doppler, il y a le scanner, il y a l'IRM. Toutes ces machineries-là évoluent très vite avec les besoins du moment, ce qui interpelle sur la formation médicale continue. D'où l'appel lancé au gouvernement de mettre l'accent sur le recyclage des techniciens de santé. Ces 6 promotions viennent d'horizons divers. Le DSS en radiologie a vu le jour pendant l'année académique 2010-2011. Eux sont considérés comme des acteurs incontournables dans la promotion de la cohésion entre les communautés. Nous parlons ici des chefs coutumiers à qui un hommage a été rendu hier dans la soirée à Ouagadougou. C'est la 12e fois que la nuit d'hommage aux autorités coutumières est organisée au Burkina Faso et c'est une initiative de la cantatrice Nana Bibata. Les temps forts de la soirée avec Césaire Carrefour et bienvenue Tansa. Des bêtes de scène sur le plateau de la salle polyvalente de Ouaga 2000. La jeune génération, mais aussi des grands noms de la musique traditionnelle. C'est un concert dédié à ces hommes en bonnet. Il se tient pour la 12e fois sur l'initiative de cette cantatrice Nana Bibata. Un spectacle pour louer les actions de la chefferie coutumière allant dans le sens de la promotion du vivre ensemble. Les chefs coutumiers se sont beaucoup mobilisés, tout comme le public.
C'est donc une grande satisfaction pour moi. Je suis reconnaissante à tous les artistes qui ont répondu à l'invitation. Je demande aux chefs coutumiers de contribuer à assurer la paix dans le pays. À cette soirée, des trophées décernés à des personnalités qui contribuent à hisser haut le drapeau burkinabé en matière de culture, parmi lesquels le Mogonaba Bango, représenté par le Wemba Naba Ligdi, une tribune d'expression culturelle qui donne lieu parfois à des démonstrations de pouvoir mystique. Et c'est la fin de ce 20h et c'était l'unique édition de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTV.